Bonsoir, chers amis, cher public. Je vois que vous êtes encore très nombreux. Nous sommes très très heureux que vous soyez aussi nombreux pour nous suivre pour cette dernière session. Alors nous avons avec nous de l'autre côté de l'Atlantique, en Argentine. Bonsoir, ¿cómo estás, querida Nicolás Conte? Con nosotros. Avec nous, Hola, donc, ¿cómo están? le réalisateur de Cracks on the Pavement, qui est donc avec nous et qui répondra volontiers à vos questions. Nous avons aussi Charles, que certains d'entre vous ont déjà entendu, qui nous donnera ses impressions justement sur ce film d'animation. Et puis, nous avons Jacques Florentin, qui est le grand spécialiste de la flore sauvage, mais surtout, il est président de la Société française d'ethnopharmacologie. Donc, tout ce qui est médecine douce, médecine naturelle, je pense que c'est un des grands spécialistes européens mondiaux, on peut dire. Donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est un puits de connaissances à ce niveau-là. Nous avons donc Nicolas Conte qui est avec nous et donc nous avons également Anan qui pourra faire la traduction en espagnol. Et donc peut-être pour une introduction, Charles, est-ce qu'Anan tu pourras traduire pour Nicolas? Ok. Oui, alors juste en quelques mots, on est très content d'avoir sélectionné le court-métrage Crack in the Pavement parce que c'est un film d'animation et on a remarqué nous, en tant que comité de sélection, qu'on avait beaucoup de films qui étaient des films documentaires autour de la question écologique. Et là, on était très content parce qu'on avait un film d'animation, donc c'est de la fiction, on en a peu, donc on voulait le mettre en avant. C'est aussi un film qui est poétique et qui est aussi philosophique. À travers ce film, bon, ça c'est personnel, mais Je vais traduire. pardon. La análisis de Charles es que somos muy contentos de tener un film de animación dentro de la selección oficial porque es un poco raro de tener este tipo de film porque solo tenemos documentarios con imágenes de cámara y eso es muy importante para nosotros y somos muy contentos de tener ustedes de Argentina para hablar con nosotros en el debate. Et il y a aussi, à travers un message philosophique, on y trouve la volonté de puissance qui est si chère à Nietzsche. La volonté de puissance, c'est le vouloir de la vie, c'est la vitalité, c'est la pulsion de vie. Et on peut le résumer en un mot, c'est ce qui veut la vie dans la vie. Et dans ce film, on voit à travers une ville et des pavés où la vie ne peut pas arriver et pousser, on voit dès qu'il y a une brèche, et ben la vitalité et la force de vie est tellement puissante que la vie arrive à pousser au-delà de tout. Et c'est vraiment un film sur la vitalité. Désolé pour la traduction, mais voilà. Lo que Charles dice es que vemos la voluntad de vida y un poco la resiliencia de los cuerpos vivos en la ciudad, que cuando hay una brecha, sobre todo el tiempo hacen lo que puedes para vivir y es lo que se veo en los escritos de Nietzsche. Y c'est quoi l'écrit que tu as cité? C'est la volonté de puissance. Sí, la voluntad de velocidad de Nietzsche. Bon, muchas gracias. Muchas gracias. Et Nicolás, tú puedes ¿Añadir algo sobre su película con sus análisis? No, bueno, muchas gracias por las palabras. Nos pone muy contentos poder ser parte de un festival así de temática ecológica. Y bueno, y sí, creemos que la animación es un vehículo muy importante para poder transmitir valores. Nuestra idea era despertar un poco de conciencia ecológica
desde una mirada crítica, y creemos que la animación sirve también para poder llegar a un público más amplio, inclusive cautivar a los más chicos, a los niños. Alors, ce que Nicolas dit, c'est qu'il est très content déjà de pouvoir faire partie de la sélection du festival et que pour lui, c'était important de faire un film d'animation, donc un film d'animation sur une thématique écologique, mais aussi il a choisi ce lien ce choix artistique de l'animation justement parce que ça lui permet de toucher à des publics plus jeunes et de toucher également les enfants, qui sont des fois moins sensibles à ce genre de thématique. Une intervention par Oui. rapport. Yes, dear Nicolas, it was very nice short movie. I appreciate very much your idea and to see how this plant succeed in a complete concrete environment, not only to survive but to produce children. And we see in the film the difficulties to survive. We see also there is a bee that bring the male spermatozoid to make seeds, and then the cycle is over, and it's very nice to show how it was realized. ¿Entiendes todo o necesitas una translación? Por ahí un resumen de la pregunta. Lo que el señor Florentin dice es que es bueno de ver que hay también abejas en la video, porque la abeja transporta la seed. Si puedes ayudarme, sí. Y es que es importante de ver cómo la vida sobrevive, sobre todo también en la ciudad con los batimentos de hormigón y todo eso. Bien, sí. Uno de los objetivos nuestros al hacer este corto era mostrar un poco esa fuerza que tiene la naturaleza, que se puede imponer ante cualquier cosa que haga el hombre, por más que la tierra se llene de concreto y se haga una jungla de cemento, la idea nuestra era como que la naturaleza siempre triunfa. Cuando yo hice este corto, vivía en Buenos Aires y hay mucho cemento, mucha construcción, poco verde, y siempre veíamos pequeñas grietas donde crecía alguna florcita, algún arbolito, algún yuyo, y bueno, un poco eso nos inspiró a contar esta historia, a contar esa voluntad que tiene la naturaleza de triunfar siempre, a pesar de nosotros los humanos. Ce qu'il explique, c'est que le contexte dans lequel il a créé cette vidéo, c'est quand il vivait à Buenos Aires. Et justement, il voyait que les bâtiments n'arrêtaient pas de sortir de terre. Et comment, justement, ces petites graines et la résilience de ces petites graines faisait qu'elles pouvaient se transformer en fleurs. Et c'est quelque chose qu'il a voulu capturer et retransmettre dans son film. Alors justement, on pourrait poser la question à Jacques Florentin, la restauration de la biodiversité. Là, on voit que c'est possible, la vie, elle est plus puissante que le béton, mais est-ce que la restauration aujourd'hui de la biodiversité, c'est un rêve, c'est un leurre, ou est-ce que c'est possible? Non, c'est possible parce que là, c'est une situation extrême où il n'y a que du béton, mais les aménageurs maintenant pensent de plus en plus cette restauration de la biodiversité, et on le verra d'ailleurs, on l'a vu dans le film suivant, qu'elle est à portée de main. Il suffit de la favoriser un petit peu et d'observer, et elle se met en place. Je traduis. Oui, un peu. Lo que pregunto la presidente del instituto es que es posible la restauración de la biodiversidad y de la naturaleza en las ciudades. Y lo que dice el señor Florentin es que ahora en los planos de desarrollo urbanos pensemos a añadir la naturaleza dentro de ellos. No sé si tienes ejemplos en Argentina de eso.
No, yo creo que nosotros estamos un poco afuera de todo ese pensamiento. De hecho, cuando vivía en Buenos Aires, tenía como muy poco espacio para tener plantas y para esas cosas, pero creo que sí, que es súper importante empezar a pensar de qué manera convivir con la naturaleza, y creo que eso es algo importante a pensar para todas las sociedades. Claro. Il dit que justement en Argentine, ils n'ont pas forcément énormément, ils ont pas forcément énormément d'exemples de plans de développement urbain où ils ont essayé d'inclure la nature dedans, mais que lui trouve que c'est vraiment important de penser à ça dans la façon de développer les villes de demain. Maybe they have it in Ushuaia, in the south. Ah, En espagnol. él Ouais. dice que es posible que hay ejemplo con Ushuaia en el sur. En el sur, sí. Puede ser, yo no conozco, pero sí, seguramente sí. Pero puede ser que sí, yo no conozco. Allez. Oui, il a dit qu'il connaissait pas forcément, il n'avait pas forcément visité cet exemple, mais ouais. Et sinon, est-ce qu'il a des projets, ces projets, est-ce que ils ont attrait à la nature seulement, ou alors est-ce qu'il a aussi d'autres projets sur d'autres sujets? Parce que ici, c'est vraiment le festival dédié à la transition écologique. Donc, évidemment, nous sommes intéressés pour savoir quelles sont les idées qui ont amené les réalisateurs à ces questions environnementales, et s'ils comptent continuer ou alors, passer à autre chose. Queremos saber si ustedes tienen otros proyectos que tienen lazos con la situación ambiental, y durante el proceso de creación, ¿cómo haces, cómo viene el sujeto y esos tipos de reflexión con la planeta y la situación global? Sí, hicimos un proyecto en 2016, que es una miniserie para chicos y chicas, que se llama La Tierra en mis manos, y aborda en cada uno de sus capítulos distintas problemáticas ambientales. Y bueno, siempre es algo que nos interesó hablar sobre estos temas, porque creemos que es algo que siempre tiene que estar ahí como presente, y como reforzar en las personas toda esta cuestión de la ecología. Cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar, no se reciclaba tanto. De hecho, no se separaba basura en Buenos Aires. Después, con algunos años, estoy hablando del 2010 más o menos, después sí, ya empezaron a haber como más campañas para separar residuos, pero es algo que cuesta mucho. Entonces, bueno, tratamos de hacer cortos y contenidos que hagan estas preguntas un poco más extensivas a toda la sociedad. Creo que ese es un objetivo del cine de animación que tenemos, por lo menos nosotros. Vale. Il nous explique en fait que quand lui est arrivé vers 2010 à Buenos Aires pour étudier, il voyait cette arrivée massive de déchets plastiques, et la question l'a frappé. Et c'est quelque chose, la question environnementale, c'est quelque chose qui l'a vraiment toujours touché et intéressé. Et du coup, il a été amené vraiment en 2016 à créer des petits courts-métrages sur cette thématique, et vraiment à destination des enfants. Donc c'est quelque chose de très pédagogique, et qu'il a voulu inclure dans son travail en créant ces petites vidéos. Muchas gracias, Nicolas. On passe Muchas peut-être gracias. on passe peut-être à la seconde thématique.
Alors, quelles sont tes impressions, Jacques, après avoir vu donc Jardin sauvage, où on voit une nature paisible, agréable. C'est l'antithèse du court-métrage vu à l'instant. Et effectivement, on voit que la biodiversité, elle existe partout. Il faut avoir les yeux pour la voir. Il faut parfois aussi favoriser l'environnement pour qu'elle se développe. On a vu une petite mare, des hôtels à insectes. Et en fait, c'est l'antithèse du jardin à la française ou des jardins publics qui sont parfaitement propres, sans mauvaises herbes, etc. Cette biodiversité, elle existe partout et il faut effectivement la favoriser. Donc c'est un film qui est un film d'observation, mais quand on regarde autour de soi, on voit énormément de choses et que la vie, elle surgit de tous les côtés, que ce soit le monde végétal, le monde souterrain, les insectes, le monde des mammifères et puis les hommes qui vivent avec. C'est un film gentil. Mhm. Une question du public, de Nicolas d'ailleurs, qui demande en général, donc sur les films et les cours du festival, est-ce que ce sont des films qu'on a découverts nous, donc c'est-à-dire l'équipe du festival, ou est-ce que c'est uniquement sur inscription du réalisateur? Donc je peux peut-être vous laisser répondre, Marianne, à cette question. Écoute, Est-ce qu'on a découvert en général, donc pour les films, c'est des films qui nous ont été envoyés Mais on fonctionne exactement comme un festival. Nous lançons un appel à films aux réalisateurs partout à travers le monde, hein. On essaye de toucher le maximum de personnes. Donc nous recevons des films en cette période particulière de restrictions sanitaires. On a eu moins de films que d'habitude, donc on a eu cette année, enfin en 2020, une soixantaine de films. Et ensuite, nous avons un comité de sélection donc, qui choisit. Là, nous étions 12 personnes à visionner les 60 films. Et ensuite, nous avons une sorte de grille qu'on établit. Et il y a une discussion pendant une journée, s'il faut 2 jours. Mais là, en une journée, on a réussi à se mettre d'accord pour sélectionner les films qui sont en compétition, plus les films très courts-métrages qu'on a choisi de maintenir, qui ne sont pas en compétition, mais qu'on a gardé dans le cadre de la sélection. Donc, je rappelle que vous pouvez toujours voter pour votre film préféré. Cette année, donc, nous avons mis en place le prix du public. Et effectivement, vous pouvez cliquer sur notre site et choisir votre film. Mais voilà, ça fonctionne vraiment. C'est pas que ça fonctionne. Nous sommes un festival international du film dédié à la transition écologique. Et je pense qu'on peut être fier de dire, lorsque nous l'avons mis en place, c'était le premier sur cette thématique de la transition écologique. Et nous sommes très, très fiers et très reconnaissants de la part des réalisateurs, des distributeurs qui nous envoient leurs films. Et c'est pour ça, si nous sommes aujourd'hui, ce week-end, présents, et on remercie Imago de nous accueillir et de nous accompagner pendant tout ce week-end, si nous avons tenu à maintenir ce festival, c'est aussi par respect envers les réalisateurs, ceux qui nous ont envoyé leurs films. Et donc, effectivement, je crois que c'est vraiment par respect pour le public, par respect pour les réalisateurs, par respect pour le travail qui a été fait. Et c'est pour ça que nous tenions vraiment à présenter cette 3e édition de notre festival. Et d'ailleurs, si je peux ajouter, l'appel à films donc pour l'édition suivante sera également lancé de la même manière et les réalisateurs pourront soumettre leurs films pour novembre. Alors, il y a également une question sur les ravages des chats domestiques. Sont-ils donc bien réels dans la campagne? Chats sauvages, toujours. Alors, Bon, je ne connais pas les chiffres officiels de ces ravages, mais c'est vrai que certaines associations ont quantifié un petit peu les nombres d'oiseaux qui sont capables de tuer par saison. C'est assez impressionnant, hein. Et comme il le disait dans le film,
le chat est en fait a eu une coévolution avec l'homme depuis à peu près le début de la sédentarisation. Hein, il y a eu 2 animaux qui ont été pionniers dans cette cohabitation. Ça a été le chien comme berger et le chat justement pour tuer les rongeurs. Et le chat, effectivement, est le compagnon de l'homme. Il s'élève très facilement, il est indépendant, mais comme il dit dans le film, il a gardé son instinct chasseur. Et je crois qu'au niveau des populations d'oiseaux, ça commence à poser certains problèmes aussi. Mais je n'ai pas de réponse pour l'instant sur ce qu'il faudrait faire, quoi. Alors, on pourrait peut-être poser la question à Nicolas, est-ce que les chats posent aussi des problèmes par rapport, par exemple, au chapardage des oiseaux? Hablamos de los gatos en las ciudades que comen los parajos y es algo frecuente en Francia y nos preguntamos si en Argentina también hay muchos gatitos o gatos que comen los parajos. Los parajos sería como las obras. Non, il comprend pas. Los Les oiseaux. sí, the birds, Obras de... the birds, Sí. como pollo. En Buenos Aires hay un jardín que se llama el Jardín Botánico, que está lleno de gatos y la gente va y les deja bandejitas con comida y con alimento y la verdad es que está lleno de gatos, pero no sé si es algo que está muy bien regulado por el gobierno, es como algo que hace la gente. Gatos callejeros, yo en los barrios que he vivido no he visto, y palomas, sí, hay muchas, pero no he visto nunca que un gato se esté comiendo una paloma o un pajarito. Il explique que dans le village ou dans la ville où il vit, c'est pas forcément un fléau comme ce qui peut être présenté ou les chiffres qu'on peut recenser, mais c'est vrai que à Buenos Aires, il existe un jardin botanique où se baladent énormément de chats et là on voit des dégâts notamment sur ce qui est planté, sur les plantations du jardin, mais pas forcément, ils associent pas forcément directement le problème aux oiseaux, enfin les statistiques portent pas là-dessus, quoi. Oui. Sur la disparition des oiseaux, en fait, je crois que les chutes ces 20 dernières années sont entre 20 et 40% selon les régions. Elle est essentiellement due à la disparition des insectes, puisque les insectes constituent la nourriture principale, enfin en partie des oiseaux. Et le problème est plus important par la disparition des insectes, je pense, que par la prédation des chats. Et le changement climatique également, comme ça se réchauffe vers le nord, eh bien les oiseaux migrateurs, ils arrivent plus tard et donc ils arrivent trop tard. Certains arrivent trop tôt. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites. Effectivement, pour certains animaux, les chenilles ne sont pas encore sorties, donc ils n'ont pas leur alimentation qu'ils devraient avoir. Pour d'autres, c'est l'inverse. Donc effectivement, le changement climatique perturbe aujourd'hui l'organisation, entre guillemets, de la faune et notamment de l'avifaune. Mais ce qui se dit aussi, c'est que la nature s'adapte. Et le changement climatique, les scientifiques nous disent, mais la nature, les oiseaux, les animaux la sentent le changement climatique. Et c'est pour ça qu'ils remontent vers le nord. Donc, est-ce que tu as un commandement Oui, effectivement, il y a une synchronisation, mais il y a un déplacement effectivement vers le nord, hein, de tout. Hein. Des arbres, des plantes, des herbes. Et les cycles sont complètement modifiés. Alors, il y a une question. Et sur le balcon en ville, que faut-il planter pour favoriser le développement des insectes ? Sur les balcons, on peut y mettre d'abord des plantes à fleurs plutôt que des plantes à chatons ou des sapins ou des pins, parce qu'avec les plantes à fleurs, on favorise effectivement la fécondation avec les insectes et la nourriture.
Et puis sinon, bon, les hôtels à insectes, c'est plutôt en campagne hein, qu'en ville. Mais pour des jardins urbains, c'est pas inintéressant non plus de penser à des hôtels à insectes quand on a un jardin, même en centre-ville. Et ce qui est intéressant aussi, on voit que pour la production de miel, les ruches qui sont posées en ville sont parfois plus rentables que des ruches mises à la campagne. Parce que dans les campagnes, on assiste à des monocultures. Alors on va avoir du colza pendant un mois où là, les abeilles vont pouvoir se gaver. Et puis après, c'est fini. Il y a les céréales qui produisent pas de pollen, pardon, qui ne produisent pas de nectar pour les insectes. Et paradoxalement, les ruches en ville ont beaucoup plus de plantes pour se nourrir à cause de toutes les plantes qui sont mises dans les jardins publics et privés. Ouais. Donc il faut repenser effectivement les semis, il faut repenser les cultures, il faut encourager partout maintenant de refaire des prairies à plantes pour les insectes, des plantes à fleurs, et pas seulement des céréales, puisque quand on a affaire à des céréales, on a une pollution qui se fait par le vent, et les insectes sont hors circuit. Oui. Oui. Hablamos del cambio climático y de los comportamientos de los animales que cambian. Y hablamos también del hecho que en la ciudad, cuando pones abejas, puedes tener, no sé cómo decir honey en español. Miel. Miel, es lo mismo que en francés. Podemos tener miel con cantidades más altas que en el campo. Y de Ajá. mejor calidad también. Sí, y también de mejor calidad. Cuando la hacen cuando ponen abejas y colmenas en la ciudad. Y ustedes en Argentina, perdón, también ven esos cambios de comportamientos en los animales como los pájaros o los insectos. Sí, yo ahora, desde hace 4 años, dejé de vivir en la ciudad, en la gran ciudad, en Buenos Aires, y me volví a mi pueblo, a Benito Juárez, que es un pueblo muy chiquitito en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente vivir en el campo. Estamos muy rodeados de todo lo que es el campo y toda la producción agropecuaria y eso. Pero sí, yo creo que en cuanto a lo que es cambio de hábitos de animales, sí, quizás por ahí hay los animales, por ejemplo, lo que yo recuerdo en Buenos Aires es que sí, se adaptan a comer la basura de las personas y esas cosas. No sé si son cambios de hábitos más a nivel especie, pero por ahí sí se adaptan a lo que las personas les dejan para que hagan, como buscar comida en la basura y esas cosas, sí. En el pueblo en el que yo vivo, Benito Juárez, que es muy chiquito, ahora está muy, muy regulado el tema de la basura, pero antes se veía que los perros venían y rompían todas las bolsas y se desparramaba toda la basura, pero sí. Si, il explique que lui, ce qu'il pourrait recenser à son échelle personnelle, c'est que dans son village natal, ils ont pu noter une perte de la biodiversité et des changements justement de comportement des animaux, et notamment le fait que les animaux de la ville, comme les chats qu'on citait précédemment, manger justement les ordures qui étaient dans la ville, puisque justement cette politique de régulation ou de ramassage des déchets a mis un peu de temps à se mettre en place en Argentine. Merci, muchas gracias, Nicolás, para hacer con nosotros por ese debate. Es el último por la tarde. Mañana, si tú puedes continuar a visionar con nosotros los otros películas. Merci beaucoup, Nicolás. Et merci Jacques d'avoir
participer à ce débat, de nous avoir éclairés comme d'habitude de tes connaissances. Et puis, bien sûr, merci à Nan pour ces fabuleuses traductions. C'est super. Merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas, mais qui est derrière les écrans, qui nous ont permis d'être en direct avec Buenos Aires, avec la RDC, avec l'Équateur. C'était formidable. Merci à vous. Et puis, avant de vous dire bonne nuit, eh bien, demain, nous recommençons à 14h45. Soyez très nombreux à venir nous rejoindre. 14h15, c'était une petite erreur de ma part. Donc, nous commençons avec les sentinelles. Et puis, à 20h, nous avons la remise des prix. Et surtout, nous attendons le prix du public. N'oubliez pas, votez pour votre film préféré. Muchas gracias. Hasta luego, Nicolas. Merci beaucoup. Muchas Merci à vous. Bonne gracias. soirée à tout le Merci. monde. Bonsoir. Au revoir. Ah, très bien.